Les rouages du théâtre vous échappent? C'est pas un drame. To be or not to be. That is the question. Aujourd'hui, le théâtre dans la Grèce antique. Alors, la Grèce antique, ça va de camp à camp à peu près. Je vous mets une petite frise pour que vous voyez où est-ce qu'on se situe. Parce que dans la Grèce antique, il y a plusieurs périodes. Il y a la Grèce archaïque et la Grèce classique. Nous, on va essentiellement se baser sur cette période et vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Le nom théâtre vient du latin theatrum et vient également du grec Theatron. qui signifie regarder. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut se dire que c'est un endroit où on est regardé et on regarde en même temps. En fait, donc tout dépend de où est-ce qu'on se place dans un théâtre. Je vous invite à voir le premier épisode hors format, le théâtre, une tentative de définition, disponible dans l'affiche et dans la description. Donc vers le 6e siècle, va commencer à se dessiner le théâtre très rapidement avec des processions, des danses, des chants à la gloire du héros. Mais on va pas tout de suite parler littéralement de théâtre, parce que le théâtre, c'est aussi un lieu. Et là, le théâtre va se dessiner seulement au moment où on va décider de consacrer un endroit dans les temples pour la création de personnages. Il faut s'imaginer qu'à l'époque, les spectateurs interagissaient entre eux, mais aussi avec les comédiens. Il n'y avait pas cette barrière qu'on va avoir actuellement, où les lumières s'éteignent. D'ailleurs, les lumières pouvaient pas vraiment s'éteindre, on était à l'extérieur. Donc le plus ancien texte de tragédie qu'on a retrouvé date de 472 avant Jésus-Christ. Ce sont les Perses de Échille, qui va conter la bataille des Thermopyles, qui a eu lieu 8 ans auparavant, que vous connaissez sûrement grâce à ce film. This is Sparta! C'est pas évident d'avoir toutes les pièces de l'époque, parce qu'on n'a pas tout gardé. On a à peu près 7 pièces de Échille, 7 pièces de Sophocle et 17 pièces d'Euripide. Donc c'est les seuls textes de théâtre qu'on a de l'époque pour pouvoir en parler. C'est finalement assez peu sur cette période. Une des pièces qu'on a retrouvées de Sophocle est Oedipe Roi, que l'on prononce Édipe, paraît-il. Mais moi, je vais continuer à l'appeler Oedipe parce que, voilà. C'est celle-là dont on va vous jouer des petits extraits. Tu le vois comme nous. Thèbes, prise sous la houle, ne parvient plus à tenir tête au-dessus du flot meurtrier. Une déesse porte-torche, déesse affreuse entre toutes. La peste s'est abattue sur nous, fouillant notre ville et vidant peu à peu la maison de Cadmos. Cependant que le noir enfer va, s'enrichissant de nos plaintes, de nos sanglots. Certes, ni moi, ni ces enfants à genoux devant ton foyer, nous ne t'égalons ô Dieu. Mais nous te considérons comme le premier de tous les mortels dans les incidents de notre existence et les conjonctures créées par les dieux. Qu'entends tes prières. Et à ces prières, c'est moi qui réponds. Je parle ici en homme étranger au rapport qu'il vient d'entendre, étranger au crime lui-même. Je ne pourrais tout seul mener loin mon enquête, à moins de disposer de quelques indices. Comme je me retrouve en fait un des derniers citoyens inscrits dans cette cité, c'est à tous les Cadméens que j'adresse solennellement cet appel. À quiconque sait, sous le bras de qui est tombé Laios, j'ordonne de me révéler tout, s'il craint pour lui-même. Qu'il se libère sans éclat de l'inculpation qui pèse sur lui. Il n'aura nul ennui et partira d'ici en pleine sûreté. S'il connaît l'assassin comme étant un autre, voire un homme né sur notre terre, qu'il ne garde pas le silence. Je lui paierai le prix de sa révélation, et j'y joindrai ma gratitude. Je vous
Je vous, le criminel, qui agit seul, ou avec des complices, et usé misérablement comme un misérable, une vie sans joie. Et si d'aventure, je venais à l'admettre consciemment, moi, à mon foyer, je m'avoue à moi-même, à tous les châtiments que mes imprécations viennent un instant d'appeler sur d'autres. 3 fois par an, depuis -534, la Cité organise des concours de tétralogie. Chaque auteur doit écrire et jouer et faire jouer 3 tragédies et un drame satirique. C'est d'ailleurs les gagnants de ce concours dont on a pu garder les textes. Les perdants, on n'a même pas idée de qui ça peut être. Alors, lors de l'ouverture des festivités, on sacrifiait un bouc. Le bouc, c'est l'animal qui accompagne Dionysos. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on peut supposer que l'origine du mot tragédie est associée au bouc. Parce que le bouc, en grec, ça se dit tragos. Tragos veut également dire épôtre. Donc en fait, le mot tragédie pourrait dire ode au bouc, ode à l'épôtre, mais aussi chant du bouc. On suppose également que les gagnants des concours recevaient un bouc à la fin. Le genre comique a aussi son concours. 5 comédies sur un seul jour. Et dans les 2 cas, que ça soit la tragédie ou la comédie, le nombre d'acteurs sur scène est limité. Au départ, un acteur interprète tous les personnages. C'est Sophocle et Échille qui vont introduire le 2e et le 3e acteur. On appellera protagoniste l'acteur principal, et c'est le seul à pouvoir gagner le prix d'interprétation, mais jamais 4. Quoi? Putain, j'en ai marre. Les 2 ou 3e autres comédiens, deutéragonistes, tétragonistes, peuvent interpréter eux 4, 5, 6 rôles. C'est que tous vous ignorez. Mais non, n'attends pas de moi que je révèle mon malheur, pour ne pas dire le tien. Comment? Tu sais, tu ne veux rien dire? Ne comprends-tu pas que tu nous trahis et perds ton pays? Je ne veux affliger ni toi ni moi. Mais pourquoi me pourchasser vainement de la sorte? De moi, tu ne sauras rien. Ainsi, oh, le plus méchant des méchants, car vraiment tu mettrais en fureur un roc. Ainsi tu te prétends insensible, entêté à ce point? Tu me reproches mon furieux entêtement, alors que tu ne sais pas voir celui qui loge chez toi. Tu ne te doutes pas que tu es en horreur au tien, dans l'enfer comme sur terre. Bientôt, comme un double fouet, la malédiction d'un père et d'une mère vont te chasser d'ici. Tu vois le jour, tu ne verras bientôt plus que la nuit. Ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à l'époque, tous les gens qui organisaient les festivités faisaient partie intégrante de la cité. Ils payaient pour organiser les festivités et pour y assister. Tout le monde pouvait y assister. Les femmes, les mineurs de moins de 18 ans, les esclaves et les étrangers, qui ne sont pas considérés comme membres de la cité, avaient malgré tout des sièges qui leur étaient réservés. Bon, en haut, ils voyaient que dalle, hein. Mais ils pouvaient y être quand même. Et donc boire du vin. Bonjour. Quel est donc celui qu'Adelphes a désigné, la roche prophétique, comme ayant de sa main sanglante consommé des forfaits, passant tous les forfaits. Voici l'heure pour lui de mouvoir dans sa fuite, des jarrets plus robustes que ceux de ses cabales qui luttent avec les vents, yeah. Déjà sur lui le fils de Zeus s'élance, armé de flammes et d'éclairs, et sur ses traces courent les déesses de mort, les terribles déesses qui jamais ne manquaient leur proie, yeah. La construction des théâtres grecs dits classiques commence 700 ans avant Jésus-Christ. Ils sont tous adossés au flanc d'une colline et sont choisis en fonction de leur acoustique naturelle. Le théâtre d'Épidore, encore en place actuellement, a une acoustique bluffante. Le théâtre de Dionysos pouvait contenir entre 1500 et 1700 personnes, donc tous les citoyens d'Athènes pouvaient assister aux festivités. Les frais d'entrée pour les citoyens les plus pauvres étaient pris en charge par la cité.
Les lieux théâtraux s'organisent tous de la même manière. On y retrouve pêle-mêle le qualon, les gradins où les places sont attribuées selon les catégories sociales. Au théâtre de Dionysos, on peut encore lire le nom de certains titulaires gravés sur les sièges d'honneur. L'orchestra, généralement cercle ou demi-cercle de terre battue, où se placent le chœur, les danseurs, les chanteurs et musiciens, et l'autel de sacrifice. Le proskénion, estrade étroite et longue en bois où jouent les acteurs. Et la skéné, bâtisse qui sert de coulisse. Les changements de décor se font généralement à vue, c'est-à-dire qu'on va pas cacher le plateau pendant qu'on change de décor. C'est ce qu'on va appeler une convention théâtrale, c'est-à-dire que le spectateur accepte à partir du moment où on lui a dit « Hey, on est dans un château !» Eh ben il sait que « Hey, on est dans un château !» Les comédiens portaient tous des masques, mais je pense pas qu'ils ressemblaient à ceux-là, hein. Voilà, plutôt à ça, avec du bois, de la cire et du cuir. Ils portaient également des chaussures à plateforme pour permettre d'être vus de plus loin. Dans les comédies, les acteurs portaient des postiches de ventre et de fesses. Et un pénis rouge vermillon. Parce que le pénis, bah c'est drôle! Wiener, 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 c'est ma bite! Donc comme vous l'aurez compris, dans le théâtre grec antique, il y a deux genres principaux qui se distinguent, la comédie et la tragédie. L'origine de la comédie est mal connue, et même si le premier auteur qu'on a retrouvé est Épicharme, le plus connu reste Aristophane avec ses 11 pièces. Les tragédies, elles obéissent à une structure fixe, en 5 parties. La première, c'est le prologue, c'est la scène d'introduction, c'est la scène où on va introduire les personnages, le lieu, l'action. Suivent ensuite 3 parties, puis la dernière, l'exode. C'est la scène finale. Et si vous avez remarqué, c'est un petit peu cette structure qu'on va retrouver au théâtre classique français. Mais ça, on en parlera dans un prochain épisode. Les comédies aussi obéissent à une structure fixe. Mais en fait, elle est parodique de la structure de la tragédie. Et elle se divise en 6 épisodes. Les intrigues de la comédie reposent souvent sur des sujets de la cité, du foyer, et sur, évidemment, l'amour contrarié, mais qui, après bien des rebondissements, finit par triompher. Nous, on va s'attarder sur la tragédie. Et pour ça, on va se reposer essentiellement sur 2 livres. La Poétique d'Aristote et La République de Platon. Ce sont 2 philosophes grecs qui n'ont pas vraiment connu l'apogée de la tragédie, mais qui pourtant ont écrit des livres dessus. Platon, par exemple, est né 3 ans avant que Diproie soit mis en scène. La Poétique est un texte postérieur de 50 ans à la mort des auteurs dont on a parlé plus tôt. Et pourtant, c'est un des rares textes qui va théoriser la tragédie. Donc c'est un ensemble incomplet de discussions, de réflexions autour de la notion d'art, de philosophie. Je vous laisse les 26 chapitres dans la description si ça vous intéresse. Il parle par exemple de la notion de beau et définit le théâtre comme étant un bel animal que l'on puisse embrasser du regard. Cette œuvre évoque grandement la tragédie, mais assez peu la comédie. Le livre ou le film Le nom de la rose parle de cette partie que l'on imagine manquante sur la comédie. Si les origines de la tragédie sont religieuses, il y a finalement assez peu de pièces qui vont directement l'évoquer. Et il faut s'imaginer que les spectateurs savaient ce qu'ils allaient voir. Tout à l'heure, j'ai parlé des Perses. Il faut s'imaginer que 8 ans après la guerre, c'était encore très frais chez les spectateurs. Donc ils allaient voir une pièce de théâtre et ils savaient déjà ce qu'on allait leur raconter. Mais contrairement au récit, le théâtre ne va pas se contenter de dire. Il va montrer. La tragédie va montrer ce qui fait peur. L'homme face à son destin. Les dieux contrôlant cet homme. Elle va montrer la faiblesse et la force de l'homme. Le bien contre le mal en permanence. Si l'intrigue est connue de tous, l'originalité va reposer sur l'interprétation. Et il n'est pas nécessaire à ce moment-là que l'interprétation vise le réalisme, mais seulement le possible. C'est-à-dire ce qui pourrait avoir lieu en place de ce qui a réellement eu lieu. C'est ce qu'on pourrait appeler une réinterprétation. Malgré tout, cette notion de possible est limitée par 2 autres notions, la vraisemblance et le nécessaire. La vraisemblance procède de l'expérience commune. Elle est, selon Platon, ce qui se produit le plus fréquemment.
et donc ce qui correspond à l'horizon d'attente du spectateur, ce qu'à un moment donné, un groupe social croit possible. Le nécessaire est, lui, ce qu'il ne peut être autrement. Le soleil se lèvera demain. La tragédie n'a pas à être un spectacle édifiant. Elle doit montrer le héros hors de sa quotidienneté. Elle doit montrer des actions suscitant la crainte et la pitié. En fait, c'est-à-dire un monde, encore une fois, en proie au bien et au mal. La pitié est l'apitoiement au spectacle d'un autre souffrant qui ne l'a pas mérité, alors que la crainte est la peur que moi-même, en tant que spectateur, je pourrais avoir à subir les mêmes malheurs que celui que je regarde. Sauf qu'au milieu de tout ça, je prends, en tant que spectateur, du plaisir à voir l'autre en train de souffrir. On appelle ça la catharsis. Et elle va jamais sans sa pote, la mimésis. Alors la mimésis ne doit pas se réduire à la simple notion d'imitation. Elle va plutôt se traduire par représentation. Elle va prendre le réel, le sublimer, en faire un miroir et le représenter. La catharsis est un phénomène purement émotionnel et c'est une vraie spécificité du théâtre. En tout cas pour Aristote, c'est la sublimation des pulsions. Chez Platon, elle a même le pouvoir de séparer l'âme de son ignorance crasse. Carrément. Pour Aristote, la catharsis est l'épuration des passions qui se produit uniquement par voie artistique. Et comme sur scène, on n'a pas le droit de faire couler le sang, il faut le représenter. C'est un phénomène purement émotionnel, mais qui permet de s'extraire de l'émotion pour devenir une réflexion. Hélas, hélas, ainsi tout à la fin serait vrai. Il y a 2 jours que je te vois ici pour la dernière fois. Puisqu'aujourd'hui je me révèle être le fils de qui je ne devais pas naître. L'époux de qui je ne devais pas l'être. Meurtrier de qui je ne vais pas tuer. Malgré tout, et dans la mesure où le permettra ma mémoire, tu vas savoir ce qu'a souffert l'infortuné. À peine a-t-elle franchi le vestibule que, furieuse, elle court vers le lit nuptial, s'arrachant à 2 mains les cheveux. Elle entre et violemment ferme la porte derrière elle. Elle appelle alors Laios, déjà mort depuis tant d'années. Elle évoque les enfants que jadis il lui donna et par qui il périt ensuite lui-même, laissant la mère à son tour donner à ses propres fils une sinistre descendance. Comment elle périt ensuite, je l'ignore, car alors Oedipe, hurlant, tombe au milieu de nous, nous empêchant de voir sa fin. Il fait le tour de notre groupe, il vient, nous suppliant de lui fournir une arme, nous demandant où il pourra trouver l'épouse qui n'était pas son épouse, mais qui fut un champ maternel à la fois pour lui et pour ses propres enfants. Subitement, il pousse un cri affreux. Et comme mené par un guide, il se précipite sur les 2 vantaux de la porte, fait sauter le verrou qui fléchit de la gâche, se rue au milieu de la pièce. La femme était pendue. Elle est là, devant nous, étranglée par la corde qui balance au toit. À cette vision, le malheureux pousse un cri terrible. Il décroche la corde qui pend. Le pauvre corps tombe à terre. C'est alors un spectacle atroce à voir. Arrachant les agrafes d'or qui servaient à draper ses vêtements sur elle, les tenant en l'air,
il se met à en frapper ses 2 yeux dans leurs orbites. Ainsi, dit-il, ne verront-ils plus ni le mal que j'ai causé, ni celui que j'ai subi. Ainsi, les ténèbres leur défendront-elles désormais de voir ce que je n'eusse pas dû voir et de manquer de reconnaître ce que, malgré tout, j'eusse voulu connaître. Et tout en clamant ces mots, les bras en l'air, il se frappait les 2 yeux dans ses orbites, et leur globe encens dégoulinait sur sa barbe. Et ce n'était pas un suintement de gouttes rouges, mais une noire averse de grêle et de sang dégoulinant sur son visage. Ce n'était pas de sa seule faute à lui, mais du fait de tous 2 à la fois. C'est le sinistre destin de l'homme et de la femme. Leur bonheur, hier encore, était un bonheur au sens vrai du mot. Aujourd'hui, sanglots, mort, ignominie, toute tristesse ayant un nom se retrouve ici désormais. Pas une ne manque à l'appel. Pour conclure, j'ai envie de dire que le théâtre grec est un théâtre qui réunit la cité autour d'histoires déjà connues dans une spatialisation et une temporalisation admis par tous. C'est un événement qu'on pourrait qualifier de populaire et d'apprécié, parce que si on en juge les textes qui sont pourtant sortis plus de 50 ans après la mort des grands auteurs que nous en connaissons, le théâtre commence à faire réfléchir. On commence à voir se distinguer des règles, des réflexions autour de ce théâtre. Alors, vous y êtes ? C'était pas un drame.